Radio Pays. C'était en 2010, une cinquantaine d'États à l'époque ratifiaient ce qu'on appelle le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques, un protocole pour changer le rapport de force entre les pays du Sud, riches en biodiversité, et ceux du Nord où sont situés presque tous les centres de recherche et les laboratoires pharmaceutiques. Ce protocole dont on parle peu, il faut le dire, est entré en vigueur en 2014 et prévoyait le partage juste et équitable des bénéfices issus de l'exploitation des ressources naturelles. Un sujet au cœur d'un livre, La nature en partage, autour du protocole de Nagoya. Catherine Aubertin, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Catherine Aubertin, vous avez coordonné donc l'écriture de ce livre. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, économiste de l'environnement. J'ai commencé par dire quelques mots sur ce protocole de Nagoya, mais est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Ça peut sembler obscur de prime abord, alors que c'est un marché, le marché des ressources naturelles, du monde végétal pour l'industrie, notamment pharmaceutique. C'est un marché qui est considérable. Oui, je crois qu'il faut revenir très très en amont peut-être lors de la signature de la Convention sur la diversité biologique qui a eu lieu en 1992 déjà à Rio. Cette Convention sur la diversité biologique avait trois objectifs: la conservation de la biodiversité, son usage durable, c'est-à-dire qu'on reconnaissait que les hommes étaient facteurs de protection de la nature et pas uniquement des destructeurs. Et enfin, ce troisième objectif qui semblait un peu alambiqué, le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Là, il faut le comprendre. En 92, c'était la bulle des biotech, c'est-à-dire qu'on commençait à imaginer ces organismes. On prenait un gène d'un organisme, on le plaçait dans l'autre. On pensait vraiment pouvoir faire énormément de choses et avec les substances naturelles. Bon, cette bulle biotech a explosé depuis, mais ce troisième objectif apportait bien plus que ça. Il apportait cette notion de justice, de répartition des bénéfices de la biodiversité. Donc c'était la première fois qu'une convention internationale, il faut imaginer ce que c'est, ce sont 196 pays qui arrivent à se mettre d'accord sur la définition, ça ne va pas de soi, de la biodiversité, ça peut être quelque chose d'obscur, des menaces qu'elle subit et des solutions qu'on peut lui apporter. Donc vous voyez, ce qui sort de ces conventions, c'est généralement des phrases extrêmement alambiquées parce que chacun veut mettre ses préoccupations, et donc on arrive à des textes internationaux qui sont souvent très très obscurs, effectivement. Oui, obscurs et flous. Et donc ce protocole de Nagoya, en quelque sorte, c'est un petit peu le bras armé, on va dire, le texte contraignant de cette convention sur la biodiversité biologique dont vous venez de nous parler. Exactement, vous avez raison. Un protocole, c'est quelque chose de contraignant, alors que signer une convention, c'est un engagement de bonne volonté, on va dire. Le protocole contraignant, ça veut dire que les pays qui ont ratifié Nagoya, le protocole, doivent mettre dans leur législation nationale les grands principes. Et la France l'a fait avec un peu de retard en 2016, avec sa loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et du paysage. Une cinquantaine d'États qui avaient ratifié ce protocole du coup en 2010. Aujourd'hui, on est à 130, c'est ça? On est à 131, oui. Ce qui est énorme pour 196 pays. Donc, et comme je vous l'ai dit, qui ont quand même des visions et des relations avec la nature tout à fait différentes. S'assurer que les ressources génétiques utilisées ont été obtenues à la suite d'un consentement préalable donné en connaissance de cause, c'est ce que prévoyait, ce que visait entre autres choses ce protocole. Une grosse dizaine d'années après sa ratification, c'est un échec, Catherine Aubertin. Les promesses n'ont pas été tenues. Les promesses de mise en œuvre ont été tenues, donc, puisque, par exemple, en France, tous les instituts de recherche se sont dotés maintenant d'un service pour obliger les chercheurs à suivre ce protocole, qui est la loi maintenant, on ne discute plus. Et puis, ça a changé quand même radicalement les méthodes de recherche. Il y a une réflexivité sur qu'est-ce qu'on fait, pour qui, avec qui, et quelles sont les retombées. C'est-à-dire exactement, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est tout à fait la vision de partenariat qui maintenant s'impose. C'est-à-dire que dès le début d'un programme de recherche, avec les partenaires, c'est-à-dire soit les scientifiques locaux, soit, je parle au niveau international, soit les scientifiques locaux, soit les populations qui ont conservé ces plantes et qui les ont améliorées et qui les utilisent depuis très très longtemps. Il y a maintenant des accords de partenariat.
En fait, il ne faut pas dramatiser et voir le consentement préalable éclairé en connaissance de cause, etc. En fait, pour moi, c'est vraiment de la politesse élémentaire, c'est-à-dire on explique ce qu'on fait, on échange des objectifs et on travaille ensemble et on partage les éventuels avantages. Alors attention, les avantages, il ne faut pas penser uniquement en termes d'avantages monétaires, en particulier pour la recherche. La recherche, c'est l'accumulation de connaissances. La valorisation se fait dans un deuxième temps. Donc, ce qui est important, c'est publier ensemble des actions de formation. Par exemple, moi, cet après-midi, je vais aller au lycée Melchior à Kourou pour faire une restitution aux étudiants de terminale. C'est des échanges de professeurs, etc. Il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire. Et dans un deuxième temps, ils ont donc aidé cette valorisation. Mais alors, la valorisation se fait autrement, parce que les instituts de recherche n'ont pas dans leur mission la vocation de développer des produits. Et quand vous parlez de partenariat, ça touche autant les centres de recherche que l'industrie pharmaceutique? Eh bien, ça devrait. Oui. Mais il se trouve que généralement, l'industrie pharmaceutique ne se fournit pas directement auprès des producteurs. Elle a tendance à se fournir auprès de grossistes. Et là, la traçabilité est imposée par le protocole de Nagoya. C'est-à-dire que de plus en plus, les offices de brevets au niveau international vont exiger, d'ailleurs c'est une demande du protocole de Nagoya, vont exiger l'origine de la ressource avant de donner un brevet. J'ai cru comprendre que ce protocole ne satisfaisait finalement pas grand monde. Pour quelles raisons? Quels sont les points qui ne conviennent pas à l'ensemble des parties finalement, Catherine Aubertin? Alors, il y a déjà la cause, je pense. Déjà en 92, la recherche n'était pas comme elle était maintenant. Par exemple, la plupart des chercheurs désormais travaillent devant leur ordinateur, devant des séquences génétiques, c'est-à-dire des suites de 0, 1, 1, 1, 0 ou alors ACTG qui sont les bases du vivant. Ils vont plus vraiment chercher la ressource directement sur le terrain. Oui. Voilà, là, ceux qui vont chercher la ressource directement sur le terrain sont généralement des botanistes, des personnes qui travaillent sur l'évolution des organismes ou pour compléter des collections, ce qu'on appelle la biodiversité ex situ. Voilà, et avec des données du coup qui sont aussi parfois en libre accès et qui du coup peuvent échapper. Alors c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que actuellement à Genève vient de se terminer la pré-COP 15. Alors là aussi il faut que j'explique. C'est la convention, ce sont les réunions régulières des parties au protocole. Et voilà, la Convention sur la biodiversité. Et là, les discussions sont très fortes parce que, comme vous le signalez, à partir du moment où on a des séquences génétiques numérisées, c'est-à-dire dans son ordinateur, et qui sont en accès libre dans des banques de gènes, bien sûr, Nagoya peut pas, tel qu'il a été conçu, ne peut plus s'appliquer. Donc il y a est-ce que ces séquences génétiques sont dans le champ de la Convention sur la diversité biologique? C'est le grand blocage entre eux. On retrouve ce blocage pays du Nord, pays du Sud, qui est un peu caricatural, mais c'est quand même bien ce qui se passe. Les pays du Sud disent on ne va pas signer un accord de protection de l'environnement qui est un frein quand même à notre développement à partir du moment où on n'a pas des assurances de retour sur ces séquences génétiques. Oui, qui peut être vu parfois aussi comme une forme de néocolonialisme de la part des pays occidentaux et qui viennent prêcher, on va dire, la bonne parole pour des pays en voie de développement. Oui, c'est ça. Puis n'ayons pas peur des mots. Ça renouvelle, ça rafraîchit la notion de biopiraterie. Justement, tiens, j'allais vous poser une autre question, mais puisqu'on est là-dessus, la biopiraterie, c'est quoi exactement, Catherine Aubertin? L'appropriation, c'est ça, de certaines ressources, mais aussi de certains savoir-faire traditionnels? Oui, absolument. Vous avez une bonne définition. C'est surtout une arme de combat. C'est-à-dire que les accusations de biopiraterie permettent d'exprimer des insatisfactions dans les situations. Je crois qu'il faut voir ça comme une arme de combat pour faire reconnaître le droit des populations et aussi essayer de freiner quand même cette avancée qui marchandise absolument tout, que ce soit les savoirs, que ce soit les ressources. L'un des objectifs de ce protocole dont on parle depuis tout à l'heure, c'était qu'il y ait en quelque sorte des échanges monétaires. On a commencé à en dire quelques mots de l'argent finalement donné par les États industriels aux pays en voie de développement et surtout aux populations autochtones. Oh là là, ça se passe malheureusement comme ça, parce que justement le protocole de Nagoya a prévu des relations bilatérales entre
Elle a créé aussi des catégories qui sont pas très adaptées entre les fournisseurs et les utilisateurs. Alors c'est bien, tout le monde est utilisateur et fournisseur de ressources génétiques. Bon, donc ça pose un certain problème. Mais les avantages, ils sont monétaires ou non monétaires. Actuellement, on est très déçus parce qu'il y a très très peu de retours sur la plateforme de l'APA, là, qu'on peut consulter sur le site de la Convention sur la diversité. Et qui enregistre en fait les transactions qui sont faites. Qui enregistre toutes les déclarations. Parce que maintenant, à partir du moment où vous avez accès à une ressource, vous devez remplir des formulaires, vous mettre en accord avec la législation du pays. Chaque pays ayant intégré dans sa législation les principes du protocole, mais c'est différent. Donc on ne va pas agir de la même façon au Brésil, en Indonésie, en Éthiopie ou en France. Pour qu'on visualise un petit peu mieux, Catherine Aubertin, quel est le rapport de tout ce dont on est en train de parler avec la Guyane? Il faut dire que vous travaillez sur la Guyane depuis de longues années. Vous avez fait partie du premier conseil scientifique du parc amazonien. L'application du protocole de Nagoya pour les recherches sur les produits naturels de Guyane, ça donne quoi? C'est un grand élan. Là, je suis en Guyane pour suivre le colloque Cosmétopée, là, qui s'est tenu à la collectivité territoriale de Guyane, qui s'est tenu à GDI, qui est Guyane Développement Innovation, et reçu par l'université. Et toutes ces instances sont en train de vraiment, ça bouge vraiment beaucoup sur le côté de la biodiversité. Madame Pompili a donné son accord et a appuyé les projets de la Guyane pour la création d'une agence territoriale de la biodiversité en Guyane. Monsieur Antoine Primrose, le président de l'université de Guyane, est en train de mettre en place toute une formation sur biodiversité et valorisation des produits. Vous voyez, ça bouge énormément. Et ça bouge de plus en plus, j'ai envie de dire, ou bien vous avez l'impression qu'il y a encore quand même pas mal de freins pour vraiment développer cette filière-là? Ah, ça bouge de plus en plus. Alors, bien sûr, on en a beaucoup discuté à ce colloque Cosmétopée. La question, c'est d'ajuster. C'est-à-dire, la Guyane fourmille d'innovations, d'idées, on a rencontré plein de petites start-up qui fonctionnent avec les produits de la biodiversité, soit à partir ce qu'on appelle des feuilles d'argent, que ça soit à partir du bois de rose, enfin, et puis toutes les tisanes possibles et imaginables, des produits de beauté. Donc ça bouge vraiment beaucoup. À partir du moment où ce sont des petites filières avec ça marche, ça marche. La question, c'est comment passer à une vitesse supérieure et l'arrivée de Cosmetic Valley, qui est un grand leader dans le domaine de la beauté, on va dire. Oui, de la cosmétique et de la parfumerie. Oui, parfumerie, mais aussi produits d'hygiène, etc. Ce partenariat avec GDI peut vraiment mener à quelque chose d'important parce qu'ils maîtrisent toute la file à la fois, toute la chaîne, à la fois la fabrication, mais aussi l'étiquetage, les flacons, les présentations, la publication, le marketing et puis les filières à l'étranger. Alors, ces négociations étaient en cours depuis assez longtemps et là, à l'occasion de ce colloque Cosmétopée, l'accord a été signé. Donc ça, je vois ça de façon très positive. Mais il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où on passe à une grande échelle, les produits ils sont standardisés, les savoirs locaux ils sont un peu mélangés, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont un peu marginalisés. Donc c'est autre chose, ça va être une autre production, mais en Guyane, il y a de la place, je pense, pour tout le monde. Et il est sûr que Cosmetic Valley va devoir, va bien sûr obéir au protocole de Nagoya. Oui, parce qu'on parle de ressources naturelles depuis tout à l'heure. Vous avez parlé des plantes, il y a aussi évidemment les molécules qui peuvent faire partie de cette catégorie. De cette catégorie-là. Dernière question, Catherine Aubertin, vous avez commencé à nous en dire quelques mots. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette 15e conférence des parties, la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique qui devait se tenir en Chine, c'est bien ça, en 2020, c'est ça, mais qui a été reportée à cause de la pandémie? Elle a été reportée, il y a eu des espèces de pré-conférences en distanciel, mais qui ne satisfaisaient pas, parce que vous vous rendez compte avec les 196 pays, avec les changements horaires, enfin, c'était quelque chose de très compliqué. Et avec encore une fois des négociations âpres et houleuses. Exactement, âpres et houleuses. On peut c'est le langage diplomatique pour dire que c'est compliqué. Non, c'était animé, on dit animé.
Ça a été donc difficile. La première réunion en présentiel donc a lieu à Genève en ce moment, et on espère une réunion définitive, donc qui entérinera toutes les décisions à la fin de cette année, toujours à Kunming. Bon, on va voir ce que ça va donner avec le. Bon, bien sûr, on est dans une situation un peu compliquée. Peut-être on pourrait revenir sur la notion de savoirs locaux. Très très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, allez-y. C'est juste pour dire qu'on a le protocole de Nagoya défend donc l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles sur ces ressources. Les deux sont importants. Merci beaucoup Catherine Aubertin d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous avez donc coordonné l'écriture de ce livre, La nature en partage, autour du protocole de Nagoya, qui sera d'ailleurs disponible très bientôt à la librairie Casabule. Il y aura une séance de présentation dédicace à Casabule ce samedi de 10h à 15h. Samedi matin. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Radio Pays.